Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez contraindre la CENI au respect, où est le pouvoir en place, au respect de cette date qui est prévue dans l'accord du 20 août? Est-ce que les manifestations sont le seul recours qui s'offre à vous en ce moment? C'est pas le seul. C'est pas le seul recours. Alors, écoutez, n'utilisons pas que les manifestations. Nous utilisons beaucoup d'autres méthodes. Non, mais sauf qu'on en parle moins. Au sortir de votre union. L'arme fatale, c'est oui, absolument. Parce que le reproche qu'on fait également à cette opposition, c'est de recourir sans cesse à cette seule voie, les manifestations de rue. Quel alors reproche? que vous pouvez, est-ce que vous n'avez pas d'autres ficelles, d'autres cordes à votre arc? Je crois que nous devons être très sérieux en tant que République. Où nous prenons notre constitution, on met à la poubelle, on dit on n'a pas de constitution, on en écrit une autre. Vous comprenez? Parce que la constitution ne peut pas dire en son article 10 que vous avez tel droit et que tout le monde, comme par consensus, on criminalise cela. Non, c'est pas une criminalisation. Il n'y a pas une espèce d'usage abusif de ce droit, de ces manifestations. Parce que vous les sortez. Docteur, des manifestations, sans cesse le même argument. sans que cela aboutisse réellement à ce que vous voulez. Est-ce que ça ne va pas être encore les citoyens qui vont aller à la boucherie, comme on a l'habitude de le voir, et que cela ne conduise pas à la tenue de ces élections, comme vous le souhaitez, avant la fin de ce premier semestre? Vous savez, est-ce qu'il n'est pas temps, la question simplement, est-ce qu'il n'est pas temps pour l'opposition de revoir sa stratégie, de changer de fusil d'épaule? Nous n'excluons rien. Nous avons le droit d'user de tout ce que nous pensons légal pour nous faire entendre. Il y a beaucoup d'autres stratégies que nous utilisons, que nous allons utiliser. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter avec qui que ce soit que nous excluions, n'est-ce pas, une partie de la façon de manifester, de la façon de réagir, de protester, dire qu'on n'est pas d'accord. Dès lors que nous rentrons dans ce détail-là pour dire, voici dans ce que la Constitution a dit, ce qui va être désormais fait, ce qui ne doit pas être fait, alors on aura mis dans la poubelle la copie de la Constitution. Il faut que l'on comprenne cela. Oui, donc, nous sommes connaissant tout le passif des manifestations. Le passif des manifestations. Et pour vous-même, parti de l'opposition. Docteur, à côté, il y a la parade, la fameuse parade que l'État a trouvée, le confinement. Le confinement, justement. Séquestration. Absolument. Est-ce que on a vu d'avance voué à l'échec? Ouais, les dernières manifestations ont été étouffées dans l'œuf. Nous sommes dans une nouvelle opposition. C'est vrai que beaucoup de ceux qui sont dans cette opposition étaient dans l'opposition républicaine hier. Mais c'est une opposition renouvelée. Parce qu'il n'y a pas ce que nous n'avons pas entendu. L'opposition est morte, elle est enterrée. Sans renouvellement, sans rajeunissement. Docteur, renouveler parce que seulement expurgé de l'UFR et peut-être de l'UFD de Badiko. C'est ça le renouvellement? Attendez, ce n'est même pas ça. C'est une très bonne question. Ce n'est pas seulement le fait que Ntara soit parti danser le tango à la présidence. Ce n'est pas ça seulement. C'est une nouvelle opposition parce que nous avons fait un diagnostic de la situation en nous tournant vers nous-mêmes d'abord pour chercher les solutions aux problèmes qui se posent. Vous avez entendu le Bloc libéral et la CPR parler de la nécessité aujourd'hui de comprendre, et ça c'est l'opposition qui est, n'est-ce pas, l'élément le plus concerné, que l'on comprenne pourquoi en 57 ans, l'opposition n'est pas réussie, n'est-ce pas, une alternance politique dans notre pays. Donc ça c'est une question qui est importante et l'opposition est en train de faire, n'est-ce pas, un diagnostic, son autocritique, et je crois que au sortir de ce processus qui est en train de se construire, c'est une nouvelle opposition que nous allons voir. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de cacophonie au sein de l'opposition républicaine les dernières années. Vous avez suivi lorsque nous étions à la COEP, n'est-ce pas, quand nous avons suspendu la participation à l'opposition républicaine parce qu'on n'était pas ouvert à l'idée que l'opposition s'organise un tout petit peu, que l'opposition ait des règles de fonctionnement. Eh bien, les deux rencontres que nous avons eues, le consensus est obtenu sur la question et je fais partie de la commission qui est chargée aujourd'hui d'élaborer la charte qui va dire comment l'opposition républicaine va être organisée. Oui, les têtes sont peut-être pour la plupart les mêmes, mais
dans cette opposition, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Nous ne n'étions pas dans cette opposition depuis 15 ans ou 20 ans. Nous sommes nouveaux là-dedans. Mais nous sommes venus avec une énergie. Et nous sommes en train de le prouver tous les jours. Donc, attendez-vous à ce que l'opposition qu'on a voulu morte, dont le professeur Alpha Condé était prêt à décréter le 40e jour des funérailles, que cette opposition est venue avec des muscles encore plus prête à mener le combat vers la rupture. La rupture avec toute cette gabegie financière. Docteur, de quoi cette opposition en renouvellement est forte, dont était faible, celle où il y avait, par exemple, Sidya Touré? Écoutez... Mais attendez, vous vous rendez peut-être pas compte de la situation, ne serait-ce que sociopolitique dans laquelle nous sommes, ou socio-économique surtout. L'opposition aujourd'hui a quand même une revendication, en plus de tout ce qu'elle avait avant. C'est cette fameuse question du prix des hydrocarbures. Oui, on va y venir. L'opposition va y venir dans un instant. Parce que ça fait... Le docteur a commencé son intervention là-dessus. Est-ce que vous n'allez pas encore vous montrer un peu plus cynique finalement vis-à-vis d'Alpha Condé que d'habitude? Est-ce que c'est une opposition renouvelée, c'est une opposition désormais cynique? Non, non, pas du tout, pas cynique. Vous savez, s'il y a une chose qui a toujours... S'il y a une chose... Parce que c'est quand même... Voilà. Non. Et vous allez sur un nouveau champ de bataille. Là. Voilà, et le pouvoir est en difficulté, sans même l'opposition. Et vous semblez souffler sur la braise. Justement. Ouais, absolument. Attendez, vous savez, même de l'intérieur de l'opposition, le débat avait toujours eu lieu. Peut-être les voix qui défendaient certaines positions n'ont pas réussi à se faire entendre. Mais il a toujours été question que nous n'organisions pas des manifestations simplement pour des questions électorales. Ce peuple se meurt de multiples problèmes. Il y a des Guinéens qui font face à l'insécurité aujourd'hui. Quand vous écoutez les grandes gueules, toutes les émissions du matin, qu'est-ce que vous entendez? On a violé un enfant par-ci, il a été tué, on a violé telle femme, on a battu. Mais il y a tellement de problèmes auxquels ce pays est confronté et l'État reste impuissant par rapport à cela. Est-ce que vous savez qu'avec 13 000, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'ai vu que le nombre exact de policiers en Guinée, c'est 13 000 policiers pour 11 millions. Ça veut dire qu'il y a un policier pour plus de 800, près de 1000. Or, la norme internationale, c'est environ un policier pour 300. 200 même, oui. Vous comprenez? Donc, ceci pour dire qu'on est confronté à multiples problèmes. L'opposition ne doit plus simplement se cantonner aux revendications électoralistes. Il faut qu'on sache que pendant qu'on attend une élection, le peuple de Guinée est en train de vivre et il vit dans des difficultés énormes. Le problème de carburant, nous avons apprécié que le syndicat se saisisse, mais rappelez-vous, ce sont des acteurs politiques, et notamment de l'opposition, qui se sont saisis de la question en premier, en commençant à en parler dans les médias et à attirer l'attention de l'opinion. Parce qu'avant que vous ne preniez une action, il y a une période de sensibilisation. Il faut attirer l'attention d'abord des gens sur la question. C'est peut-être lorsque le gouvernement a vu que si l'opposition continue à creuser, n'est-ce pas, dans ce sens-là, ça pourrait devenir plus difficile à résoudre pour lui, qu'il a peut-être suggéré, n'est-ce pas, au syndicat, non, ajouter la question du carburant, puisque nous sommes en train de discuter sur beaucoup de choses, on peut terminer par une comptabilité. C'est grave ce que vous dites. Non, il faut mettre des hypothèses. Il faut mettre des hypothèses. Mais il y en a une autre. Les mêmes acteurs, notamment El Selouda Diallo, ils avaient quand même le cadre de l'Assemblée nationale, au moment de l'examen de cette fameuse loi des finances, parce qu'on voit les différentes sources de recettes de l'État, cette question-là pouvait être posée. Beaucoup de questions ont été soulevées, notamment sur la TVA sur la farine et l'huile, ça a été contesté. On a même vu que l'État a fini par reculer, mais jamais la question du carburant n'a été soulevée même à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été soulevé à l'Assemblée nationale. Bon, je ne veux pas je ne veux pas défendre nos collègues de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, mais je dois préciser que le Bloc libéral ne s'y trouve pas. Je suis d'accord. Je vais dire ceci, mais l'opposition elle est plurielle. Écoutez, nous, le Bloc libéral, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. On n'accepterait pas de vivre à l'Assemblée nationale, une assemblée où on vote le budget de tous les départements ministériels en République de Guinée, mais demandez à un député quel est le budget de l'Assemblée nationale, on ne vous dira pas. Vous comprenez? Une Assemblée nationale qui fonctionne depuis
2014, 2014 oui. sans règlement intérieur. Oui. Vous comprenez? Non, il y en a un. Il y a quand même. D'accord. Il n'a pas été toiletté, d'accord. Il n'a pas été bichonné. En tout cas, c'est un ancien règlement intérieur qui existe et qui, en tout cas, qui n'est plus adapté. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre, Mara, que nous ayons une assemblée, vous comprenez, où les députés, même ceux qui sont présidents de commission, ne savent pas quel est le budget de fonctionnement de l'institution. Comprenez? Et puis on s'était là-dessus. Là, c'est le débat à l'Assemblée. Posez la question à tous ceux qui sont à l'Assemblée de nous dire comment on a fait passer une loi qui a augmenté, n'est-ce pas, la TVA, y compris sur ce que les Guinéens trouvent difficilement à mettre sous la dent, la nourriture. Ceci est très grave. Ça veut dire que ce ne sont pas des représentants du peuple. Je voudrais savoir qu'on reste sur cette question de la réorganisation de l'opposition. Quelle va être la place de l'opposition extra-parlementaire au sein de cette opposition républicaine? D'abord, ce qu'il faut comprendre, l'opposition, quand vous lisez la loi portant charte des partis politiques, en son article 27, 28, 29 et 30, on vous dit ce qu'un parti politique d'opposition est. C'est à la fois ceux qui sont au Parlement et ceux qui ne sont pas au Parlement. Ce que nous avons réussi à faire jusque-là, il y avait des groupes qui avaient commencé à émerger. Il y a le groupe autour de l'UFDG qui est composé de tous ceux qui ont accompagné, n'est-ce pas, le candidat Cellou Dalein aux dernières élections, qui se réunissaient. Il y a la CPR qui se réunit également parce qu'il y a un ensemble de partis qui m'avaient également accompagné aux dernières élections. Un autre groupe qui avait accompagné Tara, n'est-ce pas? Mais quand Tara a eu le rendez-vous avec le président, il paraît qu'il ne les a pas informés. Et donc, ils se sont formalisés. Et donc, ceux-ci, vous les avez inspirés? Non, 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 on ne les a pas inspirés. Ils sont venus d'eux-mêmes. C'est de bonne volonté que nous avons pensé que ces groupes-là doivent se mettre ensemble au sein de l'opposition républicaine et voir comment l'opposition républicaine peut être restructurée, comment on peut définir des règles du jeu qui permettent un fonctionnement efficace et efficient. J'ai une deuxième question là-dessus. Vous êtes allé apporter un soutien à Ella Cellou Dalein Diallo. Il semble, par rapport à cette procédure concernant le meurtre de notre confrère Mohamed Koula Diallo, est-ce que finalement vous n'avez pas apporté un soutien à Cellou, même face à Bahouri, parce que la question Bahouri aujourd'hui est gênante au niveau de l'opposition? Non, pas du tout. Nous n'avons pas apporté de soutien à Cellou, parce que les gens personnalisent le débat actuel qui concerne l'UFDG. Nous avons apporté le soutien à l'UFDG. Comprenez, qui est un parti d'opposition. Nous avons suivi. Il a fallu que d'abord nous laissions la parole à ceux qui sont au sein de l'UFDG d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorions. Nous ne savions pas, par exemple, qu'avant que cette rencontre, au cours de laquelle nous avons eu le meurtre de notre confrère, je ne sais pas si je choisis bien les mots. Du journaliste Elash Mohamed Koula. Voilà. Avant, il y a eu des lettres qui ont été envoyées au service de sécurité, notamment à la gendarmerie d'Amdalaï. On a écrit également à la commune de Dixine. Écoutez, quand on dit les services de sécurité, ce n'est pas simplement pour assurer la sécurité du président, c'est pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est une entité légale. Quand on dit l'UFDG, c'est une entité légale, comme le Bloc libéral. Nous avons un arrêté qui nous donne les droits de fonctionner dans ce pays. Si nous voyons que, à l'évaluation d'une situation qui nous concerne, qui concerne notre fonctionnement, qu'il y a un risque de dérapage et on appelle l'État d'assurer la sécurité, l'État reste les bras croisés pour venir après en sapeur-pompier, je dis il y a une responsabilité directe de l'État dans la disparition de nos compatriotes. Nous avons relevé cela. Nous avons relevé le fait que la manière dont l'enquête a été menée, chacun a vu, vous de la presse, vous avez aussi, n'est-ce pas, un travail à faire à ce niveau. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un de vos confrères ait été tué. Il y avait combien de caméras qui étaient là-bas ce jour? Quand même, il y avait beaucoup de journalistes, avec beaucoup de caméras. On pouvait aujourd'hui procéder à une triangulation pour savoir d'où est venu,
n'est-ce pas, cette balle mortelle. ce coup mortel. Je crois qu'il y a un travail. Vous pensez qu'il y a une conspiration du silence? Non, je ne dis pas qu'il y a une conspiration. Non, moi, je quand même, docteur, depuis le meurtre d'El Hadj Mohamed Koula Diallo, moi, je suis très mal à l'aise avec les politiques. Parce que j'ai eu finalement l'impression que la presse est pratiquement rendue responsable pour ce qui s'est passé. Non, attendez, je vais terminer parce que c'est l'impression que j'ai eue. J'ai vu des sorties absolument critiques vis-à-vis du comportement de la presse qui, pourtant, a été endeuillée. Par exemple, on a vu, vous êtes allé vers, disons, des collègues quand même de l'opposition. Mais nous n'avons pas eu, disons, nous dans la presse, on n'a pas obtenu la même marque de sympathie de la part des politiques. Pourtant, il y a eu mort d'homme dans nos rangs. Vous le savez, docteur Fayad. Tout à fait. Combien de fois des journalistes, nous-mêmes sur le terrain, avons été molestés parfois sous vos yeux, malgré vous. Que ce soit de la part des services de sécurité, mais aussi parfois de la part de militants. Alors, on ne comprend pas cela. De l'autre côté, pour votre information, puisque peut-être que vous n'avez pas lu toute la presse, mais sachez qu'on a même interdit à beaucoup de reporters, je crois que lui, il était sur le terrain, notamment d'utiliser leur caméra. Et Bien que les images que vous avez eues, bien avant même, justement, on leur a interdit justement d'utiliser. Mais qui a interdit? Ah ben voilà. Le service de sécurité de l'UFDG. De l'UFDG. Et là, apparemment, l'UFDG ne vous l'a pas dit. Ok. Et c'est que l'autre chose que l'UFDG ne nous a pas dit, c'est que El Hadj Diallo est venu trouver cet attroupement anormal là, mais il n'a rien dit, il est rentré. De toutes les façons, en ce qui nous concerne, non, je vous le dis clairement. C'est normal parce que c'était la question que M. Camara, voilà, du conseil politique qui ne demandait pas, qui n'exigeait pas la présence d'un tel nombre de militants et de services de sécurité au point qu'on mette 2 barrages pour décanter, filtrer ce qui passe par là. C'est vrai qu'il y avait de la tension, il est clair qu'il y avait une possibilité de dérapage et je crois que des dispositions avaient été prises pour cela, mais l'État n'a pas bougé. La question que donc M. Camara a posée, c'était de dire on est allé apporter le soutien à ces Dalé. Non, nous n'apportons pas de soutien à un individu. Nous apportons le soutien à la structure, l'UFDG, qui est en cause actuellement. Par solidarité, on est tous des partis d'opposition. Parce que vous interne. Parce que vous pensez que l'UFDG est au bord du naufrage et que vous avez besoin forcément de ce parti, de ce Nous avons besoin de tous ceux qui sont actuellement opposants, y compris le Bloc libéral, y compris le parti cadre, etc. Nous avons besoin de tout le monde. Et c'est pour cette raison ce que nous avons exigé. Et je crois que j'étais à l'intérieur du pays quand j'ai été appelé par des journalistes. Le jour que vous avez fait la manifestation, je me suis prononcé en tant que président du Bloc libéral pour apporter un soutien, c'est passé sur les ondes, pour dire nous sommes d'accord avec l'initiative que vous avez prise, n'est-ce pas, de marcher. Mais encore une fois, la question va demeurer. C'est tous ensemble que nous devons chercher la vérité. Si effectivement il y a eu ces interdictions, il faut que ça soit dit. Hein, parce que les populations ne le savent pas. Qu'il y avait eu interdiction d'utiliser des caméras, etc., etc. Et donc, même le monsieur, notre compatriote qui a été tué, il faisait la caméra. Non, il avait juste un bloc. Son dictaphone. Et l'appareil qu'il avait, donné à un autre pour lui. Voilà. Bien. Ok. Alors, donc, ce qui est important, ce qui est important par rapport à la question qu'a posée M. Camara, c'est que l'opposition n'a pas soutenu un individu. Bien. La question à l'intérieur de l'UFDG, nous avons toujours souhaité que l'UFDG essaye de régler le problème à l'interne. Bien, plus globalement, quelle lecture vous faites de cette crise qui secoue l'UFDG et de cette fronde qui secoue également le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel? Nous, au Bloc libéral, nous avons comme tradition de ne pas, ressentir une quelconque joie lorsque la case du voisin brûle. Sauf quand c'est le voisin d'en face, notamment non, pas du tout. Je crois Parce qu'on vous a vu pratiquement dans l'opposition jubilée quand ça chauffait. Non, pas du tout. Pratiquement. En ce qui me concerne, j'ai été reçu par M. Barry dans une émission, je crois. J'ai dit, très honnêtement, que ce qui se passe au sein du RPG, nous souhaitons que les uns et les autres s'écoutent. Parce que ceux qu'on appelle les frondeurs, ils ont les raisons de dire ce qu'ils sont en train de dire. C'est des gens, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai fait les premiers pas en politique, j'ai milité avec des gens de conviction au sein de du RPG et qui sont aujourd'hui effectivement jetés dehors au profit des gens qui sont prêts à changer de veste du matin au soir. Vous comprenez? On doit reposer, c'est-à-dire toute action doit reposer sur une certaine conviction.
Mais quand quelqu'un, à midi, peut changer de couleur, le soir, il change de couleur, simplement parce qu'on lui colle une certaine compétence. Mais alors, ça fait 5 ans que le RPG est au pouvoir. Qu'est-ce que le RPG a fait pour aider effectivement ces jeunes qu'on continue à appeler non compétents, d'être compétents pour assumer des responsabilités? Parce qu'il y a quand même quelque chose de sûr que nous savons. Ils ont la conviction. N'eût été cette conviction, l'ORPG n'aurait pas fait la traversée du désert pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, voir que le pouvoir tourne le dos à ceux-là, j'ai l'intention de dire qu'au sein du RPG, il y a des cadres qui peuvent aujourd'hui assurer la fonction de président, par exemple, de la Cour des comptes, qu'un ministre qui a été l'ordonnateur du budget, n'est-ce pas, de la République, soit le président. On sait bien qu'il ne peut pas auditer, n'est-ce pas, les comptes dont il a été l'ordonnateur. Ça, c'est l'article 107, 107 de la loi qui le dit. C'est pour cette raison que nous sommes en train de préparer une pétition en ce qui nous concerne. Elle sera déposée ici et nous pensons que tout le monde va la signer parce qu'il s'agit de la marche de notre pays vers une certaine normalité. Et que visera cette pétition? Le départ de M. Diaré de la Cour des comptes. Il ne peut pas auditer les comptes dont il a été ordonnateur. Et nous avons besoin aujourd'hui d'auditer tous les comptes publics, n'est-ce pas, de la République depuis 2010. Est-ce que, par rapport à ce qui se passe au RPG, est-ce que finalement, ce n'est pas un semblant de crise? Non, ce n'est pas un semblant de crise, c'est une crise profonde. Vous avez suivi le RPG, quand vous prenez par exemple une région comme la Haute-Guinée, a toujours été fidèle au RPG. Mais vous avez suivi lorsque les syndicalistes... Parce que, docteur, excusez-moi, certains pensent que cette agitation qui secoue un peu le RPG serait inspirée par Alpha Condé lui-même pour s'en servir finalement, pour décapiter le RPG de sa branche vieille, dont un peu le secrétaire permanent, le secrétaire général et tant d'autres qui voudraient éjecter pour y mettre de nouvelles têtes beaucoup plus proches. Non, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Si l'hypothèse que vous avancez est vraie, ce n'est pas une bonne manière de résoudre un problème dans un parti qu'on a présidé illégalement pendant plus de 20 ans. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais eu de congrès à l'UFD, au RPG. Il n'y en a jamais eu. Même aujourd'hui, parmi les revendications des jeunes, qu'il y ait au moins un congrès que les militants aient la chance de choisir leurs dirigeants. Vous comprenez? Donc, si l'hypothèse tient la tête, ça veut dire que la manière dont le professeur Alpha Condé résout les problèmes à l'intérieur du RPG, c'est comme ça qu'il essaie de les résoudre dans la République de Guinée que nous sommes, et nous souffrons de ça. Voilà le problème. Sur la question du carburant, on n'a plus que 10 minutes. Attendez, comment pouvez-vous comprendre qu'au RPG, malgré tout, on soit parvenu à trouver quand même quelques terrains d'entente, l'accalmie, et qu'en face à l'UFDG, qui est quand même un autre parti dominant de la Guinée, finalement que ce soit terminé dans la rue, et je dirais même dans le sang? Écoutez, personne, c'est quoi la différence, en tout cas, personne n'a souhaité. Parce que vous pouvez aussi tirer les leçons de ce qui se passe au niveau du BL. Bien entendu, en ce qui nous concerne, nous observons tout cela avec assez d'esprit critique et nous appelons, pour ce qui concerne l'UFDG par exemple, les uns et les autres pour leur dire « Je ne crois pas que le problème sera résolu par presse interposée. Il faut que, face à face, les gens s'asseyent, qu'ils s'expliquent. Ils s'expliquent au regard des textes qui encadrent, n'est-ce pas, le fonctionnement du parti. Je crois que si cela avait été fait, j'ai suivi hier les grandes gueules, j'ai suivi les questions que vous avez posées, notamment à Baouri, qui maintenant fait recours à la justice. Il aurait pu le faire dès le début. Au moment où la décision est tombée de l'exclure, il aurait pu partir devant les tribunaux pour dire « ça a été illégal ». Je crois qu'il avait l'argument, selon ce qu'il dit. En ce moment-là, ça nous aurait épargné, n'est-ce pas, la mort de notre compatriote. Mais pourquoi attendre que tout cela se soit passé avant de faire recours à la justice? Je suis de ceux, et je crois que vous pouvez le témoigner, sur le terrain politique, il y a encore beaucoup à faire avec le système judiciaire de notre pays. Mais pour une question de pédagogie, j'ai toujours fait recours à la justice. Et au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en train de préparer un recours contre l'État par rapport à la question de Kintinia, où on est en train de violer les droits des compatriotes et on est en train de vouloir faire l'exploitation minière dans une zone interdite par la loi. Parce que la loi dit clairement qu'il y a des zones
qui ne sont pas propres à l'exploitation minière. Quand il s'agit de l'or, on utilise... Une récupération de plus après Zogota. Non, ce n'est pas une récupération, s'il vous plaît. Nous pensons, non. Et des jours de grève de faim. Hein. Bon, voilà. Non, si c'est nécessaire, nous allons en organiser parce que nos compatriotes là-bas, à Kintinia, sont en train de souffrir. Ouais. Plus sérieusement, on n'a plus que 5 minutes. Pensez-vous que Bahouri a sa place au sein de l'opposition? Et jusqu'où vous comptez aller dans ce nouveau bras de fer que vous voulez engager avec le régime d'Alpha Condé, avec les manifestations que vous projetez? Nous pensons qu'il y a la place pour Bahouri dans l'opposition guinéenne. Et nous pensons, et c'est le souhait que nous exprimons, et ce que nous essayons, au sein ou en dehors de l'IFDG? Non, nous n'avons pas besoin de dire tout ce que nous sommes en train de faire derrière le rideau, n'est-ce pas, à la place publique, mais le souhait. Vous faites de la médiation pour approcher Dalen et Bahouri, en quelque sorte. Appelons médiation ou quoi, de toutes les façons, c'est des frères avec qui nous parlons presque tous les jours. Donc, nous leur disons notre pensée par rapport à ce qui est en train de se passer. Je crois que Bahouri a sa place dans l'opposition. Et nous pensons que Bahouri a sa place au sein de l'UFDG. Il suffit simplement qu'un débat s'instaure. Parce que je crois qu'il y a eu des tentatives par rapport à cela. Le fait qu'on soit aujourd'hui devant les tribunaux n'arrange pas tellement. Et peut-être que ça renvoie à plus tard l'éventualité d'une normalisation de la situation. Mais je crois qu'il y a des ressources à l'intérieur de l'UFDG. C'est un grand parti. Il y a des ressources à l'intérieur de l'UFDG auxquelles il faut faire confiance et travailler avec ces ressources-là pour arriver à juguler le problème. Docteur, certains pensent que ces efforts de médiation, de rapprochement, risquent d'être vains puisque Bahouri ne prendrait, selon ses critiques, conseil qu'auprès d'Alpha Condé. Écoutez, sans oublier le discours de Mamou dans lequel on a entendu dire que Bahouri c'est du passé. Écoutez, enfin, je ne vais pas faire de commentaires par rapport à cela. Je ne fais pas non plus de commentaires quant à l'idée que Bahouri reçoit... Vous y croyez? Non, je dis je ne fais pas de commentaires par rapport à ça. Parce que ça ne s'est pas fait hein, devant moi. Je crois que... Docteur, vous parlez de choses qui ne sont pas passées devant vous, mais sur lesquelles vous avez des informations, docteur. Oui, bien entendu. Pour ça, je n'ai pas d'informations, hein, malheureusement. La rencontre entre Bahouri et le président, ces rencontres ont eu lieu à Paris. Bon, je n'ai pas d'informateurs. J'ai des informateurs un peu partout, mais je n'ai pas d'informateurs. Est-ce que, docteur, il y en a par rapport, pour en terminer, par rapport au cas Bahouri, il y en a qui pensent que son statut de gracier et non d'amnistié encore ferait qu'il en revaudrait encore à Alpha Condé? Écoutez, je ne sais pas pour quelle raison on a choisi plutôt de gracier Bahouri et Bahouri seulement par rapport à d'autres qui sont en train encore de groupir. Parce que si, pour les mêmes causes, on doit chercher des effets, je crois que les effets devaient être les mêmes. On devait gracier aujourd'hui la pauvre dame qui est en train encore de groupir, etc., etc. La question donc que les gens se posent par rapport à la décision du procès Alpha Condé, en quoi c'est véritablement dans le sens de l'apaisement? Parce que si c'était véritablement dans le sens de l'apaisement, pourquoi on n'aurait pas gracié tout le monde? Et puis entamer les démarches auprès de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une loi d'amnistie concernant ces personnes-là. Alors, pour moi, il y a beaucoup de questions que nous avons dont nous n'avons pas de réponses encore aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il faut être vigilant. Être vigilant parce que nous avons un président, malheureusement, qui a dit, et devant les ondes, devant vous, les journalistes, qu'il voudrait l'opposition morte. Hein? Et donc, si on entend toutes ces manœuvres autour de l'UFDG, on peut bien entendre ce genre de manœuvres autour du BL demain, autour du Parti 4 demain, autour de n'importe quel autre parti, parce que ça rentre dans le cadre d'un schéma bien monté par le déstabilisation de tuer l'opposition. Je peux comprendre qu'ils tentent de déstabiliser l'opposition, c'est de bonne guerre. On peut chercher aussi à déstabiliser la mouvance, mais avoir pour objectif de tuer, n'est-ce pas, la chose, comment on appelle ça, c'est anticonstitutionnel. Pourtant, il est le garant de cette constitution. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Et c'est ce qui a expliqué effectivement que nous avons témoigné notre solidarité à l'UFDG dans cette affaire. Vous réclamez la baisse du prix du carburant à quelle hauteur et jusqu'où vous comptez aller? Aujourd'hui, ça peut bien s'entendre que le carburant baisse à 4 000. Oui. Oui, mais même aux ambassades, c'est vendu à 4 500, docteur. Oui, d'accord. Que ça soit vendu aux ambassades à 4 500, je suis en train d'analyser la structure des prix
vous savez comme moi que arrivé au port de Conakry, le litre aura coûté 2981. Et arrivé au port, Pour le gasoil. pour le gasoil, c'est 2340 et quelques. Vous comprenez? Et nous savons qui grignote quoi et à quel pourcentage. Nous savons que les distributeurs prennent 495 sur chaque litre, les 8000. Et nous savons que les transporteurs prennent 440 et les propriétaires de stations prennent 285. Lorsque vous combinez tout ça, ça ne fait que 17%. Vous comprenez? Alors, le tout, lorsque vous combinez le prix jusqu'au port, n'est-ce pas, ce que les différents acteurs ont chacun, eh bien, c'est moins de 50%. L'État Comprenez? touche sur le gasoil de 53%. 53%. Alors, Ouais. aujourd'hui, au moment où nous demandons, et ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on a demandé au peuple de Guinée de serrer la ceinture. Pour avoir le PPTE, on avait demandé aux Guinéens d'attacher la ceinture. Certains ont attaché jusqu'à ce que la hanche soit coupée. Aujourd'hui, il faut qu'on demande aux professeurs d'arrêter de voyager tout le temps. Ça nous coûte très cher. Il faut qu'on demande au professeur de faire en sorte que son gouvernement revienne à la proportion normale. J'avais promis au peuple de Guinée, quand j'étais candidat, que si j'étais élu, il n'y aurait pas un gouvernement de plus de 20 ministres. En Guinée, malheureusement, on peut voir un marabout qui peut créer un département ministériel et le lendemain, vous entendez votre nom à la radio qu'on vous a nommé. Il faut qu'on sorte de cette pagaille-là parce que ça nous coûte extrêmement cher. Ça me choque de voir que ce que ça nous coûte pour entretenir une voiture 4x4 qu'on donne à un directeur national est plus que ce que ça peut nous coûter pour faire fonctionner une école dans une campagne de la Guinée. Pendant ce temps, nous comptons des milliers d'écoles qui ne sont pas ouvertes, manque de professeurs, manque de tableaux bancs. C'est-à-dire que c'est un déplacement complet, n'est-ce pas, des priorités dans notre pays. Et il faut donc qu'on ramène le professeur Alpha Condé à cela. Nous nous préoccupons qu'il y a quelque chose dans les caisses, mais on se préoccupe tout autant de ce qu'on fait, n'est-ce pas, de l'argent une fois que c'est arrivé aux choses, comment on appelle ça, au trésor public. Pour l'instant, ça sort n'importe comment. Vous comprenez? Et tant que ça va continuer comme ça, même si la Banque mondiale ou le Fonds monétaire nous donnait des milliards, on en a eu beaucoup de milliards qui n'ont pas eu de traces aujourd'hui. Lorsque vous faites la comptabilité simple, dans le budget, les différents budgets qui ont été adoptés ou fait adopter par le professeur Alpha Condé, depuis 2010 jusqu'à maintenant, il y a eu au moins 46 000 milliards, n'est-ce pas, qu'on a voté pour l'achat de biens, hein, comme les véhicules très très chers. On sait la surfacturation dans notre pays. On peut acheter une brique sous le professeur Alpha Condé à 1 million. Comprenez? Alors tout ça, ça coûte cher pour rien. Il faut qu'on mette un peu fin à cette pagaille-là pour que la Guinée fonctionne comme une république et que quelqu'un ait le droit et que nos institutions puissent travailler. Et aujourd'hui, le problème que nous avons avec certaines institutions, quand je prends par exemple le cas de la Cour des comptes, c'est qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui était le principal auteur de la gabegie. On lui dit, revois ces comptes-là et dis-nous si c'est bon. Les manifestations, c'est pour quand? Nous sommes en train de multiplier la cadence de nos rencontres. Nous avons eu une rencontre hier, on vous a annoncé ce que nous allons faire. Et puis le lundi, nous allons encore nous réunir. Et donc, à partir du lundi, nous vous dirons quand est-ce la première manifestation, surtout pour le carburant. La première manifestation va se faire. Et vous pensez que c'est un mandat très compliqué qui commence pour Alpha Condé? Non, c'est un mandat qui peut ne pas être compliqué, encore une fois, si on s'écoute. Avec tous les problèmes qu'on voit? Avec tous les problèmes, on sait. Déjà, il doit prendre clairement le blâme que si les caisses sont vides aujourd'hui, écoutez, il y a quelque chose que je dis souvent aux gens. Alpha a géré les fonds publics de notre pays un peu comme une femme qui a préparé le poumon de la vache pour ces étrangers la nuit. Hein? Le poumon, c'est léger. Quand tu mets dans l'eau pour faire la soupe, ça monte à la surface. Alors la dame a pensé que c'est plein. Après le PPTE, les millions de millions qu'on a ramassés ça et là, on a pensé qu'en mangeant avec les deux mains tous les jours, que la marmite était pleine. La femme s'est rendue compte à un moment donné qu'il n'y avait plus rien pour ces étrangers. C'est exactement ce qui est arrivé au professeur Alpha. L'argent a été sorti de la Guinée et envoyé ailleurs. La partie visible de l'iceberg a été ce qui s'est passé à Dakar.
on a étouffé le débat là-dessus. Les gens ont dit les contre-vérités, mais ils n'ont convaincu personne. Et l'argent continue encore à sortir. Et nous avons vu comment on a distribué, n'est-ce pas, l'argent, les billets de 20 000. Bientôt, peut-être, on va nous sortir des billets de 40 000. Ça sera ce qui va amener le pays à 50 000. Hein. Bien. Bon, c'est terminé, on ne peut plus. On a largement dépassé le temps qui est imparti à cette émission. Vous avez certainement aimé Dr Faye Milimono, toujours égal à lui-même. Il était notre invité dans cette émission, le président du Bloc libéral. Il nous explique à vous dire merci, Dr Faye Milimono. Revenez sur ce plateau quand ça vous plaira. Et merci à tous les trois. Talibé Barry, de City FM La République, Thierno Amadou Kamara, du site mosaicguinée.com et Mohamed Mara de la radio Espace FM. Merci à l'équipe de cadrage. Au son, il y avait Sidibé. Merci aussi à la réalisation conduite par le colosse Mamoudou Kondé. Au revoir, portez-vous bien, surtout vous qui nous avez regardés depuis Kamsar. Merci de nous regarder sur place. On n'oublie pas aussi ceux de Mamou. Au revoir.